я бы хотел задать вам вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что колониализм знаний – это самый опасный вид колониализма? Пожалуйста, вам слово. Cher docteur Sougakov, merci beaucoup. Je remercie infiniment les autorités de l'université. Извините, не та презентация. Ok. Je remercie vraiment de tout cœur les autorités de cette université, et aussi l'Institut d'études africaines que je connais maintenant depuis 2023, grâce à la facilitation de mon collègue et ami le professeur Dekterev, de me donner l'occasion de participer à ce dialogue essentiel entre les Africains et la Russie. Quand j'ai reçu l'invitation de votre honorable université, je me suis proposé de m'appliquer à un exercice auquel je me suis adonné pendant 10 années, durant lesquelles j'enseignais, entre autres, une discipline appelée éthique de l'ingénieur dans les écoles d'ingénieurs de la Normandie en France. Et un dialogue entre la Russie et l'Afrique sur les matières premières nous amène nécessairement à réfléchir à la question des représentations africaines des matières premières en ce siècle. Alors, chez nous autres philosophes, tout commence toujours par un effort de définition. Quand on cherche à savoir ce que c'est que la matière première, on est obligé de se référer à une perception humaine. Tout ce qui existe, existe en tant que perception. L'excellent philosophe britannique George Berkeley, dans son fameux dialogue entre Hylas et Philonous, se fait remarquer par cette thèse « Esse est percipi ». Être, c'est être perçu. Si donc, en fait, tout ce qui existe est déterminé par une perception, il s'ensuit que si nous voulons parler de matières premières, nous devons nous intéresser aux différentes perceptions des matières premières. Car, en effet, d'une civilisation, d'une époque, d'un espace à un autre, d'un temps à un autre, la représentation de ce que c'est qu'une matière première n'est pas la même. Et l'autre question qu'on doit se poser immédiatement, c'est de savoir si l'homme lui-même est une matière première comme les autres. On doit se demander quelles sont les représentations concurrentes des matières premières en Afrique aujourd'hui. Et enfin, on doit choisir les représentations ou la représentation, la conception que l'on préfère. Alors, dans les maintenant 5 minutes qui me restent, je voudrais affronter ces 4 questions. Mais premièrement, qu'est-ce que la matière première? La matière première, c'est ce qui tombe sous le coup de la représentation comme étant une donnée naturelle. C'est un don, c'est un disponible de la nature. C'est la totalité de ce qui existe indépendamment de l'action de l'homme. Donc c'est la nature non cultivée. Si on prend la matière première comme la totalité de la nature non cultivée, il va de soi que l'homme en fait partie, en tant qu'il émerge dans la grande famille des primates à l'intérieur d'une longue histoire de la vie. Une longue histoire de la vie que nous n'aurons pas le temps de compter ici, depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. Mais alors la question suivante est, est-ce que l'homme est une matière première comme les autres? Si on répond oui à cette question, alors on peut comprendre la traite des Noirs comme étant normale. Si on répond oui à cette question, on peut comprendre qu'un certain M. Colbert, ministre de France au XVIIe siècle, ait décrété que les Africains, les Noirs, étaient tous des matières premières, qu'ils étaient des marchandises. Je voudrais rappeler qu'en France, ce fameux code noir de Colbert a seulement été abrogé cette année 2025. C'est une loi française qui était valable jusqu'au début de l'année 2025. Considérer que les humains sont des matières premières comme les autres. Si on dit que l'homme est une matière première comme les autres, alors on aboutit à toutes les expériences du transhumanisme
contemporain, à l'interchangeabilité des sexes, des genres, et même à l'existence d'individus non genrés, qui désormais sont reconnus dans un certain nombre de sociétés. Mais si on répond non à la question « l'humain est-il une matière première comme les autres ?», alors il y a une exigence de transcendance, il y a l'affirmation de principes supérieurs. Et là, on entre dans la question éthique, dans la question morale, pour aborder la question des matières premières. Alors, justement, en Afrique, le continent d'où je viens, où j'ai l'honneur de diriger depuis quelque temps l'Institut des études, l'Institut de l'Afrique des libertés basé à Bamako, au Mali, et qui travaille vraiment dans une étroite proximité avec l'ensemble des gouvernements de l'Alliance des États du Sahel, nous constatons qu'il y a deux conceptions des matières premières qui sont en compétition. La conception instrumentale, celle qui, d'une certaine façon, a hérité des doctrines du capitalisme et du socialisme des 19e et 20e siècles, toutes ces doctrines sont unies par un fait, c'est le principe productiviste. Dans le capitalisme, on doit produire plus pour pouvoir avoir un profit qui augmente de manière exponentielle, alors que dans le socialisme du 19e et même du 20e siècle, on doit produire plus pour pouvoir mieux distribuer. Mais dans les deux cas, il y a productivisme, il y a l'idée que le but de l'usage des matières premières, c'est de produire plus. Or, dans la tradition africaine, dont le plus ancien concept moral est le concept de Maat, qui signifie vérité, justice et solidarité, les matières premières ne peuvent pas être exploitées dans une logique productiviste. Parce que dans la conception traditionnelle africaine, qu'on peut encore résumer sous le concept d'animisme, il y a l'idée que tout ce que la nature a produit doit être exploité sous la forme d'un don et d'un sacrifice. D'abord, c'est un don au sens où l'homme ne crée pas la nature, l'homme ne se crée pas lui-même. Il a donc à en faire l'usage le plus prudent et le plus respectueux possible. C'est un sacrifice au sens où, d'une certaine façon, pour vivre, nous devons toujours vivre aux dépens des autres. Et pour cela, nous ne pouvons sacrifier d'autres vies pour notre vie que dans le respect d'un certain nombre de principes. C'est ce que j'appellerais volontiers la conception traditionnelle ou maatocratique de l'exploitation des matières premières. En fonction du type de gouvernement que nous avons dans tel ou tel pays africain, nous avons ou nous n'avons pas la conception traditionnelle dominant le rapport à la nature, le rapport à la matière première. Mais ce dialogue entre la Russie et l'Afrique est placé sous le signe, je pense, de cette vision traditionnelle que les Africains de tradition ont à partager avec les Russes, à savoir que nous pensons que l'homme n'est pas une matière première comme toutes les autres, et que l'homme doit vivre selon un certain nombre de principes qu'il transmet à ses descendants et qui lui permettent de maintenir son identité humaine. Alors, quels sont ces principes qui émanent pour nous de cette philosophie maatocratique qu'on peut encore appeler philosophie de l'Ubuntu ou de l'animisme métaphysique africain? C'est le principe de souveraineté réciproque. Je citerai comme cela 5 principes qui me paraissent incontournables une fois qu'on considère que l'humanité ne doit pas être traitée comme toutes les autres matières premières. On affirme le principe de souveraineté réciproque. Alors là, il y a une première difficulté, c'est comment un continent de 50 pays séparés par des frontières coloniales peut exercer pleinement sa souveraineté face et à côté d'un pays comme la Fédération de Russie, qui est un État-continent et qui est une très grande puissance. Donc, comment peut-on concevoir la protection réciproque des souverainetés, alors même que le morcellement, la balkanisation de l'Afrique l'empêche de l'exercer? Et c'est ici que l'Alliance des États du Sahel est un véritable laboratoire, test. Pour que la souveraineté réciproque, ce premier principe, soit respecté, ensuite il y en a 4, il faudrait que les Africains que nous sommes, nous rassemblions dans des ensembles un peu plus grands que les États hérités des frontières coloniales. Parce que si nous constituons des puissances régionales, comme c'est le cas par exemple de l'Alliance des États du Sahel, nous serons mieux à même de pouvoir coopérer avec des partenaires aussi puissants que la Fédération de Russie. La Fédération de Russie n'a pas intérêt à avoir une Afrique faible ou une Afrique affaiblie comme partenaire. Parce qu'un partenaire faible, c'est un parasite.
D'où la nécessité d'investir massivement dans la sécurité des États africains. Car les crises liées aux matières premières sont d'abord des crises sécuritaires. Et l'Afrique est déstabilisée partout où elle a des matières premières stratégiques, cela depuis des siècles, on le sait. Le deuxième principe que je vois, c'est le principe de profit mutuel négocié et équitable. Ce principe doit être affirmé clairement pour qu'il n'y ait pas des dessous de table, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Il faut que l'on prenne l'habitude de négocier carte sur table avec transparence envers nos propres populations. Parce qu'en fait, l'un des problèmes liés à la gestion des matières premières en Afrique, c'est que beaucoup de dirigeants africains décrètent que la gestion des matières premières est une affaire privée, qui leur est réservée strictement à titre personnel et n'en rendent même pas compte devant les parlements. Donc s'il n'y a pas cette transparence réciproque, comment peut-on coopérer sur le terrain des matières premières avec des États qui sont dirigés par des voyous, donc qui vont en réalité mettre dans des comptes bancaires en Europe, en Amérique, l'argent du peuple, ce qui n'est pas concevable, par exemple, en Fédération de Russie. Troisième principe que je vois, c'est le principe d'harmonie à l'intérieur de la société humaine, mais harmonie du rapport à la nature qu'on peut appeler le principe écologique. Oui, nous, Africains, sommes bénéficiaires d'une tradition qui nous interdit d'agir sur la nature sans savoir comment elle va se réparer. Donc nous devons prendre des engagements très forts pour protéger les espaces dans lesquels les matières premières sont extraites, de telle façon que la nature soit en capacité de transmettre à nouveau la vie. L'avant-dernier principe que je citerai, c'est le principe du partage scientifique et technologique. Donc le principe du transfert. Là encore, cela passe par la confiance. Entre l'Afrique et la Russie, il y a, de mon point de vue, une histoire que j'appellerais une histoire sainte. Pourquoi ? J'entends par histoire sainte le fait que les Africains et les Russes ne se sont jamais fait la guerre. Il y a quelques peuples comme ça dans le monde qui ont entre eux une histoire sainte, c'est-à-dire une histoire dans laquelle il n'y a même pas trace du début d'une agression de l'un contre l'autre. Alors cette histoire sainte devrait être le ciment de la confiance dans le transfert technologique. C'est-à-dire que si les Africains développent par exemple le nucléaire, si les Africains ont des satellites pour leur Internet, si les Africains peuvent construire des laboratoires de recherche aussi performants que ceux de la Russie sait que l'Afrique reconnaissante ne retournera jamais le glaive contre elle. Elle sera son allié dans le rapport de force, dans le jujutsu géopolitique du monde. Et c'est un point extrêmement important, cette histoire sainte de la relation russo-africaine. Jamais vous ne nous avez réduits en esclavage, jamais nous ne l'avons fait de vous. Jamais vous ne nous avez colonisés, jamais nous vous avons colonisés. Jamais vous ne nous avez laissés complètement seuls face à nos ennemis. Puisque tout le XXe siècle est traversé, et là je suis toujours très ému quand les Angolais sont là. Je suis en train d'écrire un livre sur l'œuvre d'Agostinho Neto, l'œuvre poétique, et on ne peut pas imaginer un seul mouvement de libération africaine au XXe siècle sans les Soviétiques, sans les Russes. C'est pas possible. Donc, on peut donc lancer cet appel. Faites-nous confiance dans le transfert de technologie, car jamais vos frères noirs ne retourneront le glaive contre vous, car jamais ils ne l'ont fait et jamais vous ne l'avez fait. On peut entretenir cette histoire sainte. Et enfin, dernier principe, à mon avis, de la coopération internationale entre l'Afrique et la Russie, c'est le principe de transcendance de la vie. Je suis très frappé de l'homonymie, de la ressemblance des principes traditionnels de la famille russe et de la famille africaine. Nous avons un modèle de civilisation à protéger. Nous sommes responsables, co-responsables de l'existence de l'humanité et de la transmission de la notion de famille qui est en train de disparaître au cœur de l'Occident. Alors, je conclurai, parce que mon propos a plutôt dépassé le temps imparti par notre modérateur, je conclurai en disant, s'il vous plaît, l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre parce que on sait qu'elle est le plus grand réservoir de matières premières. On ne doit pas se permettre de laisser se reproduire en Afrique ce qui s'est produit en 2011 en Libye et qui a provoqué la déstabilisation géopolitique et géostratégique de tout le Sahel. On ne doit plus laisser se produire ce qui se produit aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce qui s'est produit au Mozambique. Tous ces pays sont attaqués parce qu'on veut piller
soit par des proxys, soit par des voies directes leurs matières premières. Je sors du Mali, où je passe désormais 1 mois sur 3 dans l'année. Le Mali est attaqué parce que son gouvernement était en train de résoudre la question énergétique en atteignant 19 heures sur 24 de distribution permanente du courant par jour. Son gouvernement était en train de le faire quand les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux qui ont créé les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique se sont mis à s'attaquer aux sources d'approvisionnement du carburant. Le carburant payé par le budget du Mali. Alors, ça veut dire qu'il y a urgence à la fois à aider les pays africains à produire de l'énergie à moindre coût, mais également à la produire dans la plus grande sécurité possible. On ne peut pas séparer l'exploitation des matières premières du renforcement de nos capacités défensives. Et c'est ainsi, je l'espère, que la sainte histoire de la relation afro-russe continuera de prospérer pour le bonheur des générations futures. Je vous remercie. Большое спасибо, merci beaucoup, профессор Мюси, за ваш действительно фундаментальный